La Seconde Guerre mondiale n'a pas éclaté soudainement, ni par une décision isolée prise en 1939. Elle fut le résultat d'un enchaînement long et complexe de facteurs historiques, politiques, économiques et idéologiques qui se sont accumulés sur plusieurs décennies. Contrairement à l'idée d'une guerre inévitable, le conflit est né d'un effet détonateur où plusieurs conditions devaient se rencontrer en même temps pour produire une explosion globale. Les racines de cette guerre remontent au XIXe siècle, lorsque l'unification de l'Allemagne dans les années 1870 bouleversa l'équilibre européen établi par le Congrès de Vienne. L'apparition d'un empire industriel puissant au cœur du continent remit en cause la domination britannique et l'ordre géopolitique traditionnel, créant une rivalité structurelle durable. La Première Guerre mondiale ne résolut pas ces tensions, elle les transforma. L'Allemagne ne fut pas vaincue par une occupation totale, mais par un effondrement économique provoqué par le blocus naval, ce qui lui permit de conserver son potentiel industriel et démographique. Le traité de Versailles, en désignant l'Allemagne comme seule responsable du conflit tout en la laissant structurellement intacte, créa un profond ressentiment sans éliminer sa capacité de revanche. La guerre de 1914-1918 révéla également une vérité fondamentale. Dans les conflits modernes, la victoire dépend de l'industrie, des ressources et de la logistique bien plus que du courage ou du nombre de soldats. De cette guerre émergea un nouvel acteur dominant, les États-Unis, qui concentrèrent capital, technologie et puissance navale, notamment après le traité naval de Washington de 1922, marquant le déclin stratégique de la Grande-Bretagne. L'Europe sortit affaiblie, fragmentée et dépendante, incapable de retrouver sa stabilité politique et économique. Dans le même temps, la transition mondiale du charbon vers le pétrole renforça encore l'avantage américain. Pourtant, malgré cette domination économique, les États-Unis choisirent l'isolationnisme politique, laissant l'Europe gérer seule ses crises. Ce déséquilibre entre puissance économique et absence d'engagement politique créa un vide stratégique. C'est dans ce contexte instable que se développèrent les idéologies extrêmes. Le communisme soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand émergèrent comme des réponses radicales à l'insécurité, à la peur sociale et à l'humiliation nationale. La République de Weimar tenta une normalisation dans les années 1920, mais cette fragile stabilité fut détruite par la Grande Dépression de 1929. L'effondrement économique mondial fragilisa les démocraties occidentales et ouvrit la voie aux mouvements extrémistes, en particulier au parti nazi. La guerre ne devint possible que lorsque ces éléments structurels convergèrent, transformant une crise européenne en catastrophe mondiale. La crise économique mondiale des années 1930 joua un rôle central dans la transformation des tensions latentes en dynamique de guerre ouverte. La Grande Dépression frappa particulièrement l'Europe, déjà affaiblie par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Le chômage massif, l'effondrement du commerce international et la pauvreté généralisée détruisirent la confiance dans les systèmes démocratiques libéraux. En Allemagne, cette crise ruina définitivement la légitimité de la République de Weimar. Les partis modérés furent aperçus comme incapables de protéger la population tandis que les forces extrémistes proposaient des explications simples et des solutions radicales. Le national-socialisme exploita cette situation avec une efficacité redoutable. Adolf Hitler combina ressentiment national, promesse de renaissance économique et désignation d'ennemis intérieurs et extérieurs, transformant la peur collective en énergie politique. Son idéologie reposait sur une vision raciale du monde et sur le concept de Lebensraum selon lequel l'Allemagne devait conquérir un espace vital à l'Est pour survivre. Cette vision excluait toute coopération durable avec les puissances occidentales et rendait la guerre structurellement inévitable. Parallèlement, l'Italie fasciste de Mussolini évolua d'un acteur initialement stabilisateur vers une force déstabilisatrice après 1935. L'invasion de l'Éthiopie et l'intervention dans la guerre civile espagnole signalèrent l'effondrement du système de sécurité collective. La Société des Nations se révéla incapable d'imposer des sanctions efficaces, renforçant l'idée que la force primait désormais sur le droit. Les démocraties occidentales, traumatisées par les pertes de 1914-1918 et économiquement fragilisées, adoptèrent une politique d'apaisement. Cette stratégie reposait sur l'hypothèse erronée que les revendications allemandes étaient limitées et rationnelles. En réalité, chaque concession confirmait à Hitler que ses adversaires manquaient de volonté politique. L'accord de Munich de 1938 symbolisa ce malentendu fondamental. Loin de préserver la paix, il valida l'idée que l'expansion agressive ne serait pas immédiatement sanctionnée. Pendant ce temps, la militarisation de l'Europe s'accéléra. À partir de 1936, les dépenses militaires augmentèrent rapidement, les industries d'armement tournèrent à plein régime et les doctrines de guerre totale se consolidèrent. Les conflits régionaux, notamment en Espagne et en Asie, servirent de laboratoire tactique et idéologique.
L'Allemagne, l'Italie et le Japon observèrent attentivement les réactions internationales et en tirèrent une conclusion claire. Le risque d'une guerre généralisée était acceptable. La guerre ne fut donc pas un accident, mais le produit d'un calcul stratégique nourri par la faiblesse, la division et la peur de ses adversaires. La fin des années 1930, tous les éléments nécessaires au déclenchement d'une guerre mondiale étaient en place, et la question n'était plus de savoir si le conflit éclaterait, mais quand et sous quelle forme. L'Allemagne nazie avait réussi à transformer une économie affaiblie en machine de guerre, non pas parce qu'elle disposait de ressources supérieures, mais parce qu'elle avait accepté une militarisation totale de la société. Le régime subordonnait l'économie, la culture et l'éducation à la préparation du conflit, présentant la guerre comme une nécessité historique et morale. Hitler considérait que le temps jouait contre l'Allemagne. Convaincu que les puissances maritimes, en particulier le Royaume-Uni et les États-Unis, possédaient un avantage économique insurmontable à long terme, il jugeait indispensable d'agir rapidement. Cette logique explique l'accélération des décisions entre 1938 et 1939, l'annexion de l'Autriche, le démembrement de la Tchécoslovaquie et la remilitarisation de la Rhénanie ne furent pas des improvisations, mais des étapes calculées visant à tester la réaction internationale. Chaque succès sans opposition sérieuse renforça la conviction hitlérienne que la détermination occidentale était faible. Dans ce contexte, la Pologne devint un objectif stratégique. Non seulement elle constituait un obstacle territorial entre l'Allemagne et l'Union soviétique, mais elle symbolisait aussi l'ordre issu du traité de Versailles que Hitler voulait détruire. Le pacte de non-agression germano-soviétique d'août 1939 fut un mouvement tactique, non idéologique. Il permit à l'Allemagne de neutraliser temporairement le front oriental et de concentrer ses forces contre l'Ouest, tout en offrant à Staline du temps pour renforcer son armée. Cette alliance paradoxale démontra que les considérations idéologiques pouvaient être suspendues au profit d'intérêts stratégiques immédiats. Les démocraties occidentales, bien qu'ayant finalement compris le danger, restèrent prisonnières de leurs hésitations. Le Royaume-Uni et la France déclarèrent la guerre après l'invasion de la Pologne, mais sans disposer d'une stratégie offensive claire capable de stopper rapidement l'expansion allemande. À un niveau plus large, la structure même du système international favorisait le conflit. Les puissances continentales manquaient de ressources naturelles essentielles, notamment le pétrole, tandis que les puissances maritimes contrôlaient les routes commerciales mondiales. Cette asymétrie rendait une confrontation quasi inévitable. La Seconde Guerre mondiale éclata ainsi non comme un événement soudain, mais comme l'aboutissement logique d'un enchaînement de décisions politiques, économiques et idéologiques prises sur plusieurs décennies. Elle fut le résultat d'un monde incapable de corriger ses déséquilibres avant qu'ils ne se transforment en violence globale. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, elle révéla immédiatement l'écart entre les attentes politiques et les réalités stratégiques. Les dirigeants allemands espéraient un conflit court et décisif, fondé sur la rapidité et la surprise, tandis que les démocraties occidentales entraient en guerre sans vision commune ni préparation psychologique à une confrontation totale. La période dite de la drôle de guerre illustra cette contradiction. Alors que la France et le Royaume-Uni disposaient d'importantes forces terrestres, ils restèrent passifs, espérant encore une solution diplomatique ou un effondrement interne du régime nazi. Cette inaction confirma aux yeux de Hitler que ses adversaires manquèrent de volonté politique, renforçant sa confiance dans une stratégie agressive. En réalité, cette hésitation résultait moins de la faiblesse militaire que du traumatisme de la Première Guerre mondiale. Les sociétés occidentales redoutaient une nouvelle hécatombe et cherchaient à éviter une guerre d'usure à tout prix. Pendant ce temps, l'Allemagne exploitait chaque mois gagné pour renforcer son potentiel militaire et affiner ses doctrines opérationnelles. L'invasion de la Pologne démontra déjà une nouvelle manière de faire la guerre, combinant aviation, blindés et infanterie motorisée dans une logique de rupture rapide. Cette approche ne reposait pas sur une supériorité matérielle écrasante, mais sur la concentration des forces et la désorganisation psychologique de l'ennemi. À l'échelle mondiale, le conflit révéla aussi l'échec du système de sécurité collective issu de l'entre-deux-guerres. La Société des Nations avait perdu toute crédibilité, incapable d'empêcher l'agression en Éthiopie, en Espagne ou en Chine. Chaque crise non résolue avait érodé la confiance dans le droit international et normalisé l'usage de la force comme instrument politique. Par ailleurs, l'attitude des États-Unis joua un rôle déterminant. Bien que dominant économiquement le monde occidental, Washington resta officiellement neutre, préférant soutenir indirectement les Alliés tout en évitant un engagement militaire direct. Cette position encouragea les puissances révisionnistes à croire qu'une victoire rapide était possible avant une éventuelle intervention américaine. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale entra dans sa phase initiale comme un conflit profondément asymétrique sur le plan psychologique et politique.
D'un côté, des régimes totalitaires se convaincus que la guerre était une nécessité existentielle, de l'autre, des démocraties contraintes d'abandonner progressivement l'illusion qu'un compromis durable était encore possible. Le choc entre ces deux visions rendit l'escalade inévitable et transforma rapidement un conflit régional en guerre mondiale. À partir de 1940, la guerre révéla pleinement ses déterminants structurels, bien au-delà des décisions individuelles. Le conflit montra que la puissance militaire moderne dépendait avant tout de la capacité industrielle, logistique et énergétique des États. L'Allemagne disposait d'une armée efficace et innovante sur le plan opérationnel, mais elle restait structurellement vulnérable. Son économie n'était pas conçue pour une guerre longue contre des puissances disposant d'un accès mondial aux matières premières. Le Royaume-Uni, malgré sa fragilité terrestre, conservait un atout décisif, la maîtrise maritime et l'accès aux ressources de son empire. Cette dimension maritime fut centrale car elle permit à Londres de survivre, de commercer et d'attendre l'entrée en guerre d'alliés plus puissants. De son côté, l'Union soviétique, initialement affaiblie par les purges et un retard technologique, disposait d'un potentiel humain et industriel considérable. Sa capacité à déplacer des usines, à mobiliser des millions de soldats et à accepter des pertes massives transforma progressivement l'équilibre du conflit à l'Est. Les États-Unis, quant à eux, représentèrent la clé ultime de l'issue de la guerre. Leur industrie, protégée du champ de bataille, pouvait produire à une échelle sans précédent. Avions, chars, navires et camions sortaient des usines américaines plus vite que l'Axe ne pouvait les détruire. Même avant l'entrée officielle en guerre, cette supériorité industrielle se fit sentir à travers l'aide économique et militaire aux Alliés. Dans ce contexte, la stratégie allemande reposait sur un pari risqué. Vaincre rapidement ses adversaires avant que leur supériorité matérielle ne se traduise en avantage militaire décisif. Chaque mois de guerre supplémentaire réduisait les chances de succès du Reich. La guerre devint ainsi une course contre le temps, perdue d'avance sur le plan structurel. Cette réalité explique pourquoi, malgré des victoires spectaculaires initiales, l'Allemagne s'enlisa progressivement dans un conflit qu'elle ne pouvait pas soutenir économiquement. La Seconde Guerre mondiale apparaît alors non comme une suite d'événements imprévisibles, mais comme le résultat logique d'un déséquilibre profond entre ambition politique et capacité réelle. Lorsque la guerre se transforma en conflit total, mobilisant économie, société et idéologie, l'issue ne dépendait plus uniquement du génie militaire ou du courage des soldats, mais de la capacité à produire, à ravitailler et à durer. À ce stade, la défaite de l'Axe devint une question de temps plutôt qu'une possibilité abstraite. À mesure que la guerre progressait, ses conséquences politiques et humaines révélèrent l'ampleur des erreurs commises avant 1939. Les systèmes diplomatiques censés préserver la paix s'étaient effondrés, remplacés par une logique de force brute et de survie idéologique. La Société des Nations, incapable d'imposer ses décisions, symbolisait l'échec du multilatéralisme de l'entre-deux-guerres. Les États européens avaient sous-estimé la vitesse à laquelle un ordre international fragile pouvait s'écrouler lorsque la peur, le ressentiment et l'opportunisme prenèrent le dessus. La guerre démontra également que les idéologies totalitaires ne pouvaient fonctionner durablement qu'en situation de mobilisation permanente. Le nazisme, le fascisme et le stalinisme exigeaient un ennemi constant pour justifier la répression interne, la propagande et le sacrifice humain. Lorsque la guerre devint totale, ces systèmes révélèrent leur nature profondément destructrice, non seulement envers leurs adversaires, mais aussi envers leur propre société. Les populations civiles devinrent des cibles légitimes, que ce soit par les bombardements stratégiques, les famines organisées ou les politiques de terreur. La frontière entre le front et l'arrière disparut. Cette brutalisation générale fut l'une des caractéristiques centrales du conflit. En parallèle, la guerre transforma durablement la géopolitique mondiale. L'Europe, épuisée et dévastée, perdit définitivement sa position dominante. Les véritables vainqueurs stratégiques furent les États-Unis et l'Union soviétique, dont l'influence s'étendit bien au-delà du champ militaire. Le monde entra dans une nouvelle ère bipolaire, structurée autour de blocs idéologiques opposés. Cette recomposition ne fut pas un accident, mais la conséquence directe des choix faits avant et pendant la guerre. Les puissances européennes, en cherchant à préserver un ordre ancien sans en comprendre les limites, avaient ouvert la voie à leur propre marginalisation. La Seconde Guerre mondiale apparaît ainsi comme un tournant historique majeur, non seulement par son ampleur destructrice, mais par la transformation durable des rapports de force internationaux. Elle mit fin à un siècle de domination européenne et inaugura une période où la puissance se mesurait à l'échelle industrielle, technologique et idéologique globale. Comprendre pourquoi la guerre éclata permet donc aussi de comprendre pourquoi le monde, d'après 1945, fut radicalement différent de celui d'avant 1939.
Ce conflit ne fut pas seulement une tragédie humaine, mais une rupture structurelle dans l'histoire moderne, dont les effets continuent d'influencer les relations internationales, les équilibres de pouvoir et les peurs collectives jusqu'à aujourd'hui. En définitive, la Seconde Guerre mondiale ne peut être comprise comme une explosion soudaine de violence, mais comme l'aboutissement logique d'un long processus de déséquilibres accumulés. Chaque tentative de préserver la paix sans traiter les causes profondes du conflit a repoussé l'affrontement, tout en le rendant plus destructeur. Les dirigeants européens ont confondu compromis tactiques et solutions stratégiques, croyant que des concessions territoriales ou politiques pouvaient apaiser un régime fondé sur l'expansion et la confrontation. Cette illusion fut fatale. L'expérience de l'entre-deux-guerres montre que la stabilité internationale ne peut exister lorsque des États révisionnistes, portés par une idéologie totalisante, exploitent systématiquement la peur et la fatigue des démocraties. La guerre fut également le produit d'une incapacité collective à tirer les leçons complètes de la Première Guerre mondiale. Les sociétés voulaient éviter un nouveau carnage, mais sans accepter les transformations politiques, économiques et institutionnelles nécessaires pour garantir une paix durable. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale éclata non parce que les peuples la désiraient, mais parce que les structures censées empêcher la guerre étaient trop faibles, trop divisées et trop lentes face à des régimes prêts à prendre tous les risques. Ce conflit révèle aussi une vérité inconfortable. La rationalité économique et la peur des pertes humaines ne suffisent pas toujours à dissuader la guerre lorsque l'idéologie, le ressentiment et l'ambition personnelle prennent le dessus. Hitler n'agissait pas selon une logique de compromis, mais selon une vision apocalyptique du monde où la guerre était à la fois un moyen et une fin. Les autres puissances, en refusant de reconnaître cette logique à temps, ont perdu l'initiative stratégique. La Seconde Guerre mondiale fut donc une catastrophe annoncée, rendue possible par une succession de renoncements, de malentendus et de calculs à court terme. Son héritage est un avertissement permanent. Il rappelle que la paix n'est jamais acquise, qu'elle exige des institutions solides, une lucidité politique et la capacité de confronter les menaces avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Comprendre pourquoi la guerre éclata n'est pas un exercice académique, mais une nécessité pour saisir les mécanismes par lesquels des sociétés entières peuvent glisser vers la destruction. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale montre que lorsque la peur de la guerre devient plus forte que la volonté de défendre un ordre juste, la guerre finit presque toujours par arriver, plus tard, plus violente et plus coûteuse que ce que l'on avait voulu éviter. La Seconde Guerre mondiale révèle également les limites fondamentales du système international de l'époque. La Société des Nations, conçue pour prévenir les conflits par la coopération et le droit, s'est montrée incapable d'imposer ses décisions face à des États prêts à recourir à la force. Son inefficacité a envoyé un signal clair aux régimes autoritaires. Les violations du droit international pouvaient rester impunies. Les agressions successives du Japon en Asie, de l'Italie en Éthiopie et de l'Allemagne en Europe ont progressivement détruit toute crédibilité du système de sécurité collective. Chaque crise non résolue renforçait l'idée que la force primait sur la loi. Cette dynamique a créé un effet d'entraînement, où l'inaction devenait une invitation à l'escalade. En parallèle, les démocraties occidentales étaient paralysées par leurs propres divisions internes. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale, les crises économiques et les tensions sociales limitaient leur capacité à agir de manière décisive. Les gouvernements devaient composer avec des opinions publiques profondément pacifistes, souvent hostiles à toute intervention militaire. Cette contrainte démocratique, bien que moralement compréhensible, a réduit la marge de manœuvre stratégique face à des dictatures capables de mobiliser rapidement leurs ressources sans opposition interne significative. La guerre fut donc aussi le produit d'un déséquilibre entre régimes politiques. Les États autoritaires pouvaient planifier à long terme, accepter des sacrifices immédiats et manipuler l'information pour justifier l'agression, tandis que les démocraties réagissaient lentement, cherchant des solutions consensuelles à des problèmes qui exigeaient parfois une fermeté immédiate. À cela s'ajoute le facteur économique mondial. La dépendance croissante aux matières premières stratégiques, notamment le pétrole, a accentué les rivalités entre puissances. Les États dépourvus de ressources suffisantes, comme l'Allemagne et le Japon, ont perçu l'expansion territoriale comme une nécessité vitale plutôt qu'un choix politique. Cette vision a transformé l'économie mondiale en un champ de bataille potentiel, où le contrôle des ressources devenait indissociable de la survie nationale. La Seconde Guerre mondiale apparaît ainsi comme le résultat d'un système international fragmenté, incapable de gérer pacifiquement les transitions de puissance et les chocs économiques. Elle montre que lorsque les institutions échouent, lorsque les règles ne sont plus respectées et lorsque les intérêts vitaux sont perçus comme incompatibles, la guerre cesse d'être une option parmi d'autres et devient, aux yeux des dirigeants, une solution inévitable.
Cette leçon demeure centrale pour comprendre non seulement le passé, mais aussi les fragilités persistantes de l'ordre mondial contemporain. En dernière analyse, la Seconde Guerre mondiale n'éclate pas simplement parce qu'un homme ou une nation l'a voulu, mais parce qu'un ensemble de contraintes structurelles, de choix politiques et d'illusions collectives ont convergé au même moment. Les dirigeants européens des années 1930 agissaient dans un monde où les anciennes certitudes s'étaient effondrées, mais où aucune nouvelle stabilité n'avait encore émergé. L'équilibre issu du XIXe siècle était brisé, la Première Guerre mondiale n'avait pas résolu les tensions fondamentales et la crise économique mondiale avait fragilisé les sociétés au point de rendre les solutions extrêmes attractives. Dans ce contexte, Hitler n'a pas créé le chaos à partir de rien, il l'a exploité. Son idéologie, aussi radicale et destructrice soit-elle, a trouvé un terrain fertile dans un système international incapable de se défendre contre ses propres faiblesses. Les démocraties occidentales ont sous-estimé la logique interne des régimes totalitaires, croyant que des concessions rationnelles pouvaient freiner des ambitions fondées sur la domination et la destruction. L'apaisement n'a pas provoqué la guerre à lui seul, mais il a supprimé les derniers obstacles psychologiques et stratégiques à son déclenchement. De leur côté, les puissances autoritaires ont interprété chaque recul comme une confirmation que la force était récompensée. La guerre devient alors une décision calculée, presque logique, dans l'esprit de dirigeants convaincus que le temps jouait contre eux. L'Allemagne nazie, dépourvue de ressources suffisantes et encerclée par des rivaux potentiellement supérieurs sur le long terme, voyait le conflit comme une fuite en avant nécessaire. Le Japon impérial raisonnait de manière similaire en Asie, tandis que l'Italie fasciste cherchait à masquer ses faiblesses internes par l'expansion extérieure. La Seconde Guerre mondiale est donc aussi une guerre de système, où les choix individuels s'inscrivent dans des contraintes économiques, démographiques et géopolitiques plus larges. Elle montre que la paix n'est jamais garantie par la seule bonne volonté, mais par un équilibre crédible entre puissance, institution et légitimité. Lorsque cet équilibre disparaît, les discours moraux perdent leur efficacité face à des acteurs prêts à assumer la violence. Comprendre pourquoi la guerre a éclaté, c'est reconnaître que l'histoire n'est pas une suite d'accidents, mais le résultat de tendances profondes ignorées trop longtemps. Cette prise de conscience constitue la véritable leçon de la Seconde Guerre mondiale. Non pas seulement un rappel des horreurs du passé, mais un avertissement permanent sur les conditions qui rendent ces horreurs possibles.